On passe à la deuxième conférence qui sera présentée par professeur Patrice Rodien, chef de service d'endocrinologie au CHU d'Angers en France, président de la Société française d'endocrinologie, coordinateur du centre de référence des maladies rares de réceptivité hormonale, un grand thyroïdologue et endocrinologue qui va nous parler des traitements radicaux dans la maladie de Basedow. À vous la parole. Qu'on installe. Je vois que j'ai l'air sévère sur cette photo. Merci beaucoup à la Société marocaine d'endocrinologie, diabétologie, nutrition de cette invitation. Et effectivement, je travaille à Angers. Je vais passer comme ça. Ah non, c'est pas comme ça. Pardon. Alors, on va revenir un peu en arrière. Voilà, je travaille à Angers. Moi, c'est la première fois que je viens à Fès, et donc je vous montre l'hôpital d'Angers pour ceux sans doute nombreux qui ne connaissent pas. Et donc, on est basé derrière le bouquet d'arbres à côté de la chapelle. Et je suis aussi président de la SFE, et je pense que c'est à ce titre qu'on m'a demandé de venir vous parler aujourd'hui, puisqu'on avait élaboré en 2016 un consensus sur la maladie de Basedow. Alors on a un petit peu traîné pour le publier, c'est-à-dire qu'on s'est fait scooper par la Société européenne de thyroïdologie qui a publié les guidelines juste avant, et on était globalement à peu près dans la même ligne, sauf sur certains points. Ce consensus, il avait été présenté en 2016 à la SFE, au congrès de la SFE à Bordeaux, et vous pouvez le retrouver. Vous pouvez le retrouver si vous allez sur le site de la SFE, et si vous allez cliquer là, vous trouverez les consensus. Et donc il y a le consensus, le diaporama de la présentation en français. Et puis, si vous voulez lire, il a été publié finalement avec un peu de retard en décembre 2018. Et j'avais mis un point d'honneur et j'étais assez heureux d'avoir pu faire participer des collègues du Maroc, de Tunisie et d'Algérie à ce consensus qu'on essayait de définir comme le consensus francophone plus que français sur la prise en charge de la maladie de Basedow. Alors, le consensus, il a été fait à partir de groupes de travail. On a défini quelques thématiques, des groupes de relecture, une association de patients, 3 réunions présentielles, un certain nombre, et comme j'avais mis en bas de la diapo, la dernière séance, la dernière discussion un peu agitée avait eu lieu la veille de la présentation, puisqu'il y avait toujours des points sur lesquels on avait du mal à se mettre d'accord. Et vous voyez, il y a Madame Iraki qui avait participé à la relecture de ce consensus. Alors, on avait fait un peu d'épidémio aussi et de présentation globale, et j'aime assez cette diapositive où cette diapositive disait finalement tout est problématique dans la maladie de Basedow. De la physiopathologie au diagnostic, à la prise en charge et au suivi, tout est problématique et tout est sujet à discussion. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est obligé de faire des guidelines et des consensus, parce que si c'était simple, il n'y aurait évidemment pas besoin, il suffirait de lire les textbooks. Alors le traitement, et puisque je dois traiter du traitement radical, finalement la première question c'est pourquoi et quand discuter un traitement radical ? Et effectivement, on a mis dans les premières recommandations que le choix entre les différents traitements de la maladie de Basedow devait se faire après explication et discussion avec le patient des différentes modalités qu'on a, en précisant bien que c'est un avis spécialisé, c'est les endocrinologues qui doivent décider avec le patient du traitement, si on ne veut pas se retrouver devant des situations un peu catastrophiques. Qu'est-ce qu'on va avoir pour nous aider à décider ce qui va être le mieux pour le traitement, pour le patient ou la patiente, plus souvent qu'on a devant nous ? La notion du pourcentage de guérison ou rémission prolongée après traitement par antithyroïdien, quelles sont les chances qu'on ait une bonne adhésion au traitement et quelle est la facilité d'accès au traitement et au suivi ? Quel est l'âge du patient ? Est-ce qu'il y a un souhait de grossesse ? Est-ce qu'il y a des pathologies intercurrentes ? Est-ce qu'on a une orbitopathie ? Et puis, est-ce qu'on a cette espèce d'ambiance de plus en plus fréquente en France et dans le reste de l'Europe et probablement un peu partout dans le monde
l'affection pour les maladies, pour les traitements naturels, pour les médecines parallèles, pour le pas trop de médicaments, pas de traitement agressif, qui devient singulièrement compliqué à gérer dans la discussion du traitement. Et est-ce que le patient peut accepter un traitement à vie si on va au traitement radical ? Alors effectivement, on a redit que quelle que soit l'option thérapeutique qui sera choisie, ça doit commencer par un traitement antithyroïdien pour ramener une euthyroïdie. Alors on est en parfaite contradiction avec nos collègues nord-américains, puisque envisagent très volontiers un traitement par radioïode très rapidement, et ils disent que si vraiment l'hyperthyroïdie est un peu sévère ou s'il y a des pathologies intercurrentes, alors peut-être qu'on mettra un petit peu d'antithyroïdien en plus des bêta-bloqueurs pour calmer le jeu. Si on regarde ce qui se passe dans une étude de pratique qui avait été faite en France par Bernard Gouachaud, on voit que dans la maladie de Basedow, 91%, enfin, une maladie de Basedow nouvellement diagnostiquée, 91% des patients auront un traitement antithyroïdien préférentiel. Et puis, il y aura une minorité qui ira rapidement à la chirurgie ou rapidement au traitement par radioïode. On avait dit que quel que soit le schéma thérapeutique, la durée standard de traitement, c'est de 12 à 18 mois. Alors, quel que soit le schéma thérapeutique, c'est entre antithyroïdien seul, dose titrée, ou antithyroïdien plus hormone thyroïdienne, le fameux schéma combiné ou la block replace thérapie. Mais on dit on part sur 12-18 mois de traitement, c'est un traitement prolongé. Alors, je trouve que les guidelines sont un petit peu de l'ETA sont un petit peu présomptueuse en disant que le traitement fait diminuer les anticorps. Moi, je suis assez persuadé que les anticorps diminuent tout seuls et que simplement, on ouvre le parapluie. C'est Xavier Bertagna qui expliquait beaucoup ça en disant, finalement, qu'est-ce qu'on fait dans la maladie de Basedow ? Il y a un gros orage, il pleut, vous ne pouvez pas arrêter l'orage, vous ouvrez le parapluie et vous attendez la fin de l'averse. C'est ce qu'on fait avec les antithyroïdiens, on attend que ça se calme, en réalité. Et on évite que le patient meure d'hyperthyroïdie avant que ça se calme avec nos antithyroïdiens. Alors, il y a cette recommandation qui dit que la mesure du taux d'anticorps est conseillée à l'issue de la durée standard de traitement afin d'évaluer le risque de récidive. Et on avait coté ça 1, c'est-à-dire il y a des preuves de ça, et c'est une forte recommandation. Moi, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'il y a des preuves de ça. C'est une très mauvaise valeur prédictive. C'est-à-dire que les anticorps négatifs à la fin du traitement ne garantissent absolument pas l'absence de rechute. Ils n'ont de valeur que pour dire, s'ils sont positifs, le patient n'est pas guéri. Et donc, ce n'est même pas prédictif de rechute, c'est prédictif de persistance de la maladie en réalité. Et donc, on dit, OK, s'il y a une rechute, on rediscute les 3 options thérapeutiques. Le traitement médicamenteux, le radioïode ou la chirurgie. Et on dit aussi, finalement, des gens qui veulent rester sous traitement antithyroïdien au long cours, ce qu'on n'aimait pas beaucoup, on avait plutôt tendance à dire, maintenant, il faudrait sortir de cette maladie et aller au traitement radical. Eh bien, c'est pas inenvisageable, à condition que le patient accepte de se plier à une surveillance régulière, ce qui, sur les années, peut être un peu compliqué. Alors, le taux de rémission et rechute. Quand on présente aux patients les chances de succès, on leur dit qu'il y a 50% de risque de rechute. En réalité, c'est 70% de risque de rechute, si on suit les gens longtemps, plus de 10 ans. Donc, ce n'est pas très brillant, le traitement antithyroïdien, quand même. Mais ce qu'on dit aussi, c'est que quand on fait un deuxième traitement par antithyroïdien, une deuxième cure de 12-18 mois, on a de nouveau 50% de chances de succès. C'est-à-dire que si on a gagné 50% avec le premier traitement, on a 50% de rechute par définition, mais dans ces 50% de rechute, on aura encore 50% de succès au deuxième traitement. Et donc, on peut peut-être arriver à quelque chose comme 75% de succès si le patient a été assez patient. Alors, le traitement chirurgical, quand on décide qu'on va aller au traitement radical plutôt que de laisser un traitement antithyroïdien, ce qui avait été dit clairement, c'est que la chirurgie, c'est en cas d'échec du traitement médical ou de non-indication ou contre-indication ou impossibilité de poursuivre le traitement médical. Si on a eu une agranulocytose sous antithyroïdien de synthèse, on est bien évidemment coincé, c'est une contre-indication à la réintroduction d'un antithyroïdien de synthèse. Donc on doit discuter entre chirurgie et radioïode, et c'est souvent dans un contexte un peu d'urgence, et ça sera peut-être plutôt la chirurgie qui sera utilisée. Elle doit être réalisée après retour à l'euthyroïdie, et elle doit être réalisée dans un centre expert. Ça, c'est très important quand on discute avec les patients des avantages et inconvénients, c'est-à-dire que la chirurgie thyroïdienne, c'est merveilleux, on est guéri le lendemain de l'intervention.
à condition qu'on n'ait pas des complications. Alors on peut en avoir, même dans les centres experts, on descend rarement en dessous de 1 à 2% de risque de paralysie récurrentielle ou de risque d'hypoparathyroïdie. Ce qu'on appelle un chirurgien expérimenté, c'est un chirurgien qui fait au moins une chirurgie thyroïdienne par semaine en moyenne. Un chirurgien, pas l'équipe, le chirurgien. En première intention, c'est une thyroïdectomie totale. On préconise plus les thyroïdectomies de réduction qui se faisaient autrefois, les subtotales, parce que finalement, ça expose à un risque de récidive et ça diminue pas vraiment beaucoup le risque de complications. En revanche, on dit que si à la dissection du premier lobe thyroïdien, il y a eu des difficultés, alors peut-être qu'il ne faut pas pousser trop loin et qu'il faut faire une subtotale pour ne pas prendre de risques sur les récurrents ou sur les parathyroïdes. Et les chirurgiens, en refaisant la littérature, disent l'usage du Lugol, c'est une question d'habitude personnelle du chirurgien et il n'y a aucune preuve que c'est indispensable et que ça améliore, que ça diminue le risque de complications, là où les Nord-Américains disent Lugol pour tout le monde. Le traitement par iode 131, il y a les contre-indications absolues, grossesse ou projet de grossesse dans les 4 à 6 mois, l'allaitement, nodule thyroïdien suspect de cancer dont il va falloir s'occuper, et ça sera a priori de la chirurgie, incapacité du patient à suivre les règles de radioprotection, ce sont des éléments importants. Et puis, ce qui a été retenu, c'est de dire que dans la maladie de Basedow, si on fait de l'iode radioactif, eh bien, il faut viser l'hypothyroïdie. On ne vise pas le thyroïdie, on vise l'hypothyroïdie, parce que si on vise le thyroïdie, on a un risque beaucoup plus important de non-guérison et de rechute. Et puis finalement, on va voir que globalement, on n'y arrive pas très très bien. Même quand on a visé avec des calculs savants la stricte euthyroïdie, au fil des années, une majorité de patients vont se retrouver en hypothyroïdie quand ils ont été traités par iode 131 pour une maladie de Basedow, ce qui n'est pas la même chose que les traitements de goitre nodulaire ou multinodulaire toxiques. Il est souhaitable de préparer les patients par les antithyroïdiens. Il n'y a guère qu'une hyperthyroïdie très très modeste, l'hyperthyroïdie fruste, à la limite, avec une TSH effondrée, mais une T4 et une T3 normale, pour lesquelles on pourrait administrer du radioïode d'emblée. Mais j'insiste, les Nord-Américains, même pas peur de l'hyperthyroïdie avec l'iode 131. Et que je sache, ils n'ont pas non plus de catastrophe. Donc on a une certaine frilosité. Bon, c'est une pratique, c'est de bonne guerre quand même de rester prudent. Et il y a la grande question de faut-il arrêter les antithyroïdiens pour traiter par iode 131 ? Eh bien finalement, quand on fait la littérature, et je l'avais fait il y a quelques années, on m'avait demandé de plancher là-dessus, c'est loin d'être démontré que les antithyroïdiens posent problème pour le traitement par iode 131. Globalement, on a peut-être besoin de mettre une dose un petit peu plus forte. On a peut-être un peu moins de guérison, mais c'est statistiquement non significatif. Et si on doit les arrêter, eh bien, c'est pas plus de 2 jours avant, ça suffit. Entre arrêter 2 jours ou 7 jours avant, c'est la même chose pour le taux de rechute et le taux de guérison. Et si on les reprend, c'est entre 5 et 7 jours après, et c'est pour éviter le rebond d'hyperthyroïdie. Alors là, pour l'heure, il est très bien documenté. Si on ne reprend pas l'antithyroïdien après l'iode 131, juste pour quelques semaines, on voit l'hyperthyroïdie redémarrer très vite. Alors, j'aime assez cette diapositive puisqu'on parlait d'algorithme dans le titre du topo. Ce travail de Bonnema qui essaie de déterminer ce qui va faire le succès d'un traitement par radioïode. Eh bien, vous voyez qu'il y a quelques endroits où il y a des flèches rouges ou il y a des croix rouges ou des signes négatifs en rouge. Ça, c'est les choses où on sait qu'il y a un impact. Le niveau de TSH, la présence d'antithyroïdiens, le fait qu'on ait fait une scintille au préalable, le fait qu'il y ait des diurétiques, et puis toute la partie basse du schéma, c'est tout ce qui est susceptible d'interférer avec les chances de succès d'un traitement par radioïode, mais qu'on ne sait absolument pas maîtriser, ni même réellement évaluer. Et donc on en arrive à cette recommandation de la SFE qui consiste à dire qu'il n'y a vraiment aucune méthode qui permet de calculer de façon très très fiable la dose qu'il faut administrer pour atteindre l'objectif euthyroïdie. Et donc, puisqu'on vise l'hypothyroïdie, allons-y franco sur la dose d'iode radioactif et ce qu'on appelle les doses, les activités fixes, les méthodes fixes et semi-fixes, ça consiste à dire on fait quand même une scintigraphie de fixation pour avoir une idée de la captation, parce qu'on doit toujours chercher la dose la plus faible nécessaire,
as low as possible. Et on dit que finalement, on va décider, est-ce que c'est 5 millicuries, est-ce que c'est 8, est-ce que c'est 10 ? On va rarement à 15 dans les maladies de base d'eau. Donc c'est une louche ou une demi-louche d'iode radioactif. Et les calculs très savants sont globalement en échec. Donc il y a le risque d'aggravation ou d'apparition d'une orbitopathie basedovienne quand on fait du radioiode. Si le sujet est fumeur, s'il a déjà une orbitopathie, s'il a un taux élevé d'anticorps antirécepteurs de la TSH. Mais en regardant les travaux, il n'y a pas de contre-indication formelle au traitement par iode 131 en cas d'orbitopathie, mais, il faut aller tout de suite au bas de la diapo, réservé à des orbitopathies minimes ou non évolutives, peu actives, encadré de précautions particulières, engagé à l'arrêt du tabac, éventuellement, avoir eu un avis ophtalmologique spécialisé au préalable pour être sûr qu'on n'a pas des choses plus sérieuses que ce qu'on voit de façon simple à l'examen clinique, un suivi rapproché, et éventuellement une corticothérapie orale pour encadrer cette irathérapie pendant plusieurs semaines. On mettra des corticoïdes. Et éviter absolument la survenue d'une hypothyroïdie qui est un facteur d'aggravation. Alors, comment on évalue si une orbitopathie est active ? Il y a le score UGOGO, donc, qui a été fait par nos collègues, largement par nos collègues des Pays-Bas, mais c'est un consensus européen. Il y a 7 items à rechercher, et c'est très très simple en réalité. C'est un questionnaire et un examen clinique, il n'y a pas besoin d'être ophtalmo. Si on a plus de 3 critères sur les 7 qui sont positifs, c'est une orbitopathie active. Et donc on doit devenir prudent. Si on est en dessous de 3, on considère qu'il y a peut-être une orbitopathie éventuellement très impressionnante, mais elle est peut-être séquelaire et elle ne doit pas nous empêcher de faire du radioiode. En tout cas, elle ne doit pas nous empêcher systématiquement de faire du radioiode. Ah, j'ai fait une bêtise. Donc si on regarde le risque d'aggravation ou d'orbitopathie, ce que vous voyez, c'est le risque d'aggravation ou d'apparition d'une orbitopathie selon qu'on a fait de l'iode 131 ou un traitement antithyroïdien au fil des années. Donc les courbes en pointillé, c'est l'iode 131. Le carré en haut à gauche, c'est toute la population. Le carré en haut à droite, c'est les fumeurs comparés aux non-fumeurs. Et vous voyez que le tabac est un facteur de risque majeur d'orbitopathie. Et puis, quand on regarde l'iode 131 versus traitement médical chez les non-fumeurs, l'iode 131 comporte un risque évident. Et quand on regarde chez les fumeurs, l'iode 131 majore encore le risque d'orbitopathie. Les deux risques se potentialisent. Et donc, on peut se retrouver avec un risque de 40% d'augmentation ou d'apparition d'une orbitopathie avec l'iode 131, ce qui devra soit contre-indiquer le radioiode, soit l'encadrer par des corticoïdes. Parce qu'il y a quand même un élément qui est important, c'est que l'orbitopathie sévère, c'est un facteur de risque statistique de rechute de l'hyperthyroïdie. C'est la même maladie qui est sévère. Et donc, on est dans une situation où, parce qu'il y a une orbitopathie, on ne veut pas faire de traitement radical. Parce qu'on ne fait pas de traitement radical, la maladie persiste et on entretient une espèce de cercle vicieux. Le cercle du haut, le disque du haut, vous montre des sujets avec orbitopathie peu active. Et vous voyez qu'après un premier traitement par antithyroïdien de 12-18 mois, on aura 42% de rémission prolongée et on aura, l'image en miroir, 58% de rechute. Donc 49% vont aller au traitement radical. Le disque d'en bas, c'est les patients avec orbitopathie active et plus sévère, et vous voyez que vous n'aurez que 8% de rémission après une première cure d'antithyroïdien. Donc on peut dire, on ne peut rien faire de plus parce que l'orbitopathie est sévère, ou on dit, peut-être qu'il faut essayer de sortir du cercle vicieux. Et c'est ce que je vous ai illustré ici. Vous avez une ophtalmopathie un peu préoccupante. Ça paralyse à peu près tout le monde, les ophtalmos, les endocrinos, les chirurgiens, les médecins nucléaires. Personne ne veut toucher ce patient ou cette patiente. On dit, patienter, ça va aller, ça va s'arranger, ça s'arrange tout seul. On fait un traitement médical, il y a une rechute ou une persistance, on est toujours dans l'ophtalmopathie sévère, on continue le traitement médical et on passe à une ophtalmopathie pérenne et à une maladie de base d'eau pérenne. Donc je suis assez partisan, mais c'est une décision qui est toujours très très difficile à prendre parce qu'on a toujours peur d'avoir une catastrophe derrière. Que quand on a une ophtalmopathie, alors on voit des gens qui traînent comme ça depuis des années, de dire il y a un moment, on va calmer le jeu de l'ophtalmopathie éventuellement avec des bolus de corticoïdes et on va enchaîner avec une thyroïdectomie chirurgicale. Éventuellement, on refera des bolus dans la foulée et finalement, ça se passe pas trop mal. Mais c'est une situation extrêmement stressante
pour l'endocrinologue qui prend la décision et pour le chirurgien et l'ophtalmologue. La question de la grossesse, on l'a vu, contre-indication au radioïode, c'est plutôt traitement médical. Et ce qu'on a dit, c'est que quand on a besoin d'un traitement radical, ça sera la chirurgie. Et c'est vraiment pour les hyperthyroïdies qu'on n'arrive pas à contrôler pendant la grossesse ou pour qui on est obligé de laisser des fortes doses d'antithyroïdiens ou bien si on a une intolérance aux antithyroïdiens. Contre-indication d'une grossesse pendant les 6 mois qui suivent un traitement par radioïode, donc contraception. Et puis, on a ajouté le fait que si une femme a un projet de grossesse dans les 2 ans, il vaudrait mieux faire de la chirurgie plutôt que du radioïode, parce que les anticorps antirécepteurs de la TSH vont décroître beaucoup plus lentement après radioïode qu'après chirurgie. Et alors, on est en contradiction totale avec et ça a été montré par Lorbert, ce que vous voyez, la courbe qui remonte, c'est ce qui se passe après radioïode, c'est le taux des anticorps antirécepteurs de la TSH, et vous voyez que 2 ans après, vous êtes au même niveau que vous étiez avant de traiter, si vous avez fait du radioïode. Donc, comme les anticorps antirécepteurs de la TSH, ça va être un élément déterminant du suivi de la grossesse et du risque fœtal, c'est plutôt chirurgie si on veut un traitement radical. Mais les Américains nous disent non, justement, s'il y a un projet de grossesse, faites du radioïode. Pas pour une grossesse dans les 6 mois, mais au-delà. Chez l'enfant, plutôt antithyroïdien et traitement prolongé. Traitement prolongé, c'est 36 mois chez l'enfant et l'adolescent, et c'est même des durées de traitement parfois de 5 ans de traitement. Le PTU n'est pas indiqué chez l'enfant à cause du risque majoré d'hépatotoxicité. Les Nord-Américains disent que chez l'enfant, on peut faire des antithyroïdiens, de la chirurgie ou du radioïode sans problème. Donc on continue à dire que le traitement radical, ça sera si on a une contre-indication, une intolérance aux antithyroïdiens, si on n'y arrive pas à contrôler la situation, et en général c'est un problème de compliance, et c'est vrai que c'est pas très très bien de laisser un gamin ou un adolescent en rechute permanente d'hyperthyroïdie parce qu'il va être en échec scolaire, on va avoir des soucis j'allais dire, médico-sociaux en réalité, ou après rechute d'un traitement médical, et on dit c'est plutôt la chirurgie. Un élément important, c'est de dire que la chirurgie thyroïdienne de l'enfant doit être faite par un chirurgien thyroïdien, même si ce n'est pas un chirurgien pédiatrique. Le chirurgien pédiatrique opère très peu de thyroïde, et il vaut mieux que ce soit un chirurgien d'adulte qui vienne opérer l'enfant dans un service de chirurgie pédiatrique ou qui vienne assister le chirurgien pédiatrique, plutôt que le chirurgien pédiatrique qui va se lancer dans cette chirurgie-là qu'il fait 1-2 fois par an éventuellement, avec un risque de complications plus important. Et on a rajouté cette phrase qui est que l'iode 131, en réalité, il n'y a pas de contre-indication chez l'enfant si on attend d'avoir dépassé l'âge de 5 ans et que les données nord-américaines sont plutôt rassurantes. Alors un algorithme, il faut tenir compte de l'âge et des comorbidités. Cette diapositive, elle vous montre que même une hyperthyroïdie infraclinique, ça donne un surrisque de mortalité cardiovasculaire chez les sujets de plus de 65 ans déjà ayant une cardiopathie. Et c'est la courbe verte. Vous voyez la mortalité cardiovasculaire à gauche et la mortalité toutes causes confondues à droite. Donc, sujet âgé, pathologie cardiaque, pathologie intercurrente, c'est une indication à un traitement radical. Insuffisance respiratoire, autre maladie chronique dont le patient a déjà fort à faire de s'occuper pour aller tout de suite au traitement radical. Après, retour à l'euthyroïdie, bien sûr, mais engager d'emblée ce traitement radical. Souhait de grossesse, on en a parlé, orbitopathie. Et puis la facilité d'accès et la compliance sont des éléments de plus en plus importants, et en particulier notre fameuse crise du lévothyrox en France a fait qu'on a un certain nombre de patients et de patientes qui nous disent mais il est hors de question que je prenne un traitement à vie, et donc je préfère rester sur un traitement prolongé et essayer d'avoir une rémission. Si on reprend l'algorithme de l'ETA, j'ai juste rajouté moi quelques petits points. J'ai rajouté l'accès aux soins par rapport à la décision personnelle. Le taux des anticorps dont il faut un élément clé, il n'a de sens pour moi que la positivité à la fin du traitement qui vous dit que le patient n'est pas guéri et doit vous faire discuter la prolongation du traitement, ou je suis un tout petit peu en porte-à-faux par rapport à ce qu'a dit mon collègue tout à l'heure. Moi, je pense qu'on peut aller à un traitement radical, mais avec des précautions, en particulier quant au risque d'orbitopathie.
S'il y a des nodules, ce n'est pas une contre-indication au radioïode, mais il faut s'occuper des nodules et aller jusqu'à la cytoponction pour savoir si c'est des nodules bénins. Et puis je rajoute le traitement au long cours par antithyroïdien. Ça s'est toujours un petit peu fait avec des patients qui ne voulaient pas de chirurgie ou qui ne voulaient pas de radioïode. C'est des demandes de plus en plus fréquentes maintenant du traitement prolongé. On faisait plutôt ça pour des personnes âgées en disant, bon, au fond, 80 ans, maladie de base d'eau, on peut peut-être continuer avec la petite dose de méthimazole ou de carbimazole et c'est pas très grave. Voilà, donc j'en ai terminé avec cette présentation et vous le savez peut-être pas, mais la SFE fête ses 80 ans en 2019 et nous vous invitons tous à venir les fêter avec nous. Il y a le congrès européen d'endocrinologie qui se passe à Lyon cette année, en mai, et juste avant, il y a la journée de la SFE. Donc ça se passe à Lyon. Il y aura des sympos, des controverses, des déjeuners débats, un consensus sur les dysthyroïdies du sujet âgé. C'est-à-dire qu'on a essayé sur une journée de condenser au maximum pour que toute la communauté endocrinologique en ait pour son prix, pour sa dépense. Le CE, c'est beaucoup de plénières, de symposia, de midi expertes. Nous avons obtenu de l'ECE qu'il y ait la traduction simultanée en français pour les plénières et les séances de remise de prix. Donc pour les gens, et a priori, il n'y a pas de raison qu'il y en ait moins qu'en France, que l'anglais rebute un petit peu. Il ne faut pas hésiter à venir quand même, il y aura des belles conférences. Et puis, si on s'inscrit au congrès de l'ECE, la SFE vous offre la journée de la SFE. C'est la SFE qui fait des cadeaux pour son anniversaire. Que vous dire de plus? Oui, eh bien, évidemment, une fois que la Société européenne d'endocrinologie nous a fixé la date du congrès, on s'est aperçu que ça tombait pendant le ramadan. Et donc, on s'est arrangé avec la société organisatrice pour qu'il y ait une liste d'hôtels qui proposent des collations tardives après la rupture du jeûne pour que le ramadan ne soit pas un obstacle à venir à la SFE fêter les 80 ans. Merci de votre attention et merci de l'invitation.